Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, dans le cadre de l'opération militaire en Casamance contre la rébellion, de violents combats ont opposé l'armée et le MFDC. Dans ces combats, on note la mort d'un soldat et quelques blessés dans les rangs de l'armée sénégalaise. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a eu un entretien téléphonique hier avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Le président Sall dit être favorable à la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali. La junte malienne au pouvoir suspend France 24 et RFI après des allégations visant l'armée. Selon le président français Emmanuel Macron, il s'agit d'une décision grave. Le gouvernement malien a ordonné hier jeudi la suspension de RFI et France 24 après la publication par ces médias français d'informations selon lesquelles l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils. Le sommet des ONG anti-esclavagistes a pris fin hier jeudi à Nouakchott sur un appel à l'union des gouvernements et de la société civile pour un combat plus efficace contre un phénomène qui perdure. Un manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel a été d'ailleurs établi. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Après le Niger et le Mali, la Mauritanie abrite le 3e sommet du réseau G5 Sahel des luttes contre l'esclavage. On doit s'unir pour que l'esclavage s'arrête. L'événement a réuni durant 2 jours des ONG des pays du Sahel, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, qui militent contre l'esclavage. C'est assez important aujourd'hui que nous mettions nos efforts en commun pour faire face à cette tragédie, à ce phénomène qui est en train de gagner du terrain de plus en plus dans nos États respectifs. Dans des pays du G5 Sahel, de façon globale, il y a des formes même, je dirais, violentes et très répressives, où il y a des morts d'hommes. Nous l'avons vu également, par exemple, à Caille, l'année dernière et cette année, en dépit, bien sûr, de la volonté politique des gouvernants. L'esclavage persiste au Sahel malgré une pléthore de lois dissuasives. En Mauritanie, pays hôte, la pratique est abolie depuis 1981 et même taxée des crimes contre l'humanité dans la loi de 2015. Mais cette synergie qui est en branle en Mauritanie entre le pouvoir exécutif, depuis l'arrivée du président Kazouani, le pouvoir législatif, le pouvoir des ONG, de la société civile, cette synergie n'a pas encore englobé les juges, le pouvoir judiciaire qui reste tourné vers le passé. Les juges n'ont jamais appliqué la loi. Le sommet de Nouakchott annonce donc une alliance gouvernement-société civile pour rendre plus efficace la lutte contre l'esclavage. Idée saluée par le gouvernement mauritanien. Le thème de la rencontre reflète la bonne vision et la compréhension parfaite de la nécessité d'un partenariat entre les gouvernements et la société civile afin de promouvoir et de protéger les droits et les libertés. Plus concrètement, un manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel a été établi. Et gouvernement et société civile sont invités à l'élaboration prochaine d'une stratégie coordonnée visant l'éradication complète de l'esclavage et de ses séquelles dans la sous-région. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Au Niger, on enregistre 21 morts, dont probablement 2 policiers dans une attaque présumée djihadiste mercredi contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. Le point avec Abdourazak Idrissa à Niamey. Le gouvernement n'a toujours pas communiqué sur cette attaque intervenue hier mercredi au niveau de la région de Tillabéri, plus précisément
à la frontière avec le Burkina Faso, où donc un bus d'une des compagnies de transport qui revenait de Burkina Faso, de Ouagadougou plus précisément, a été intercepté donc par des hommes armés venus à bord de motos selon des sources locales. Ils ont tué les personnes à bord et ont mis le feu à ce bus. C'est une première dans les stratégies d'attaque des terroristes qu'un bus soit intercepté et brûlé. Pour l'instant, donc, le gouvernement n'a pas communiqué, mais dans la capitale, chez beaucoup de citoyens, c'est encore le choc face à cette nouvelle tragédie. C'est très déplorable, d'autant plus que c'est des vies humaines. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un d'aller à Tillabéri, quel qu'en soit ce que tu vas lui donner, il ne va pas aller. Et c'est très regrettable. Je suis de la région de Tillabéri et ça me fait très mal de voir qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller dans ma région, aller revenir en paix. C'est vraiment regrettable. Nous sommes horrifiés. En tant que citoyens, nous sommes choqués de cette situation d'insécurité dans laquelle s'enlise la région de Tillabéri et le pays de façon générale. Nous sommes d'autant plus choqués que la sécurité, c'est quand même le premier besoin des citoyens. C'est la première obligation pour tout État. Mais à quoi sert un État qui n'est pas capable d'assurer un minimum de sécurité à ses citoyens, à ses concitoyens? Nous sommes dans ce cas de figure. C'est vraiment regrettable parce que maintenant le Tchéri c'est devenu chaque semaine. Chaque semaine, il y a des citoyens nigériens qui sont morts, ou bien des Burkinabés, ou bien des Maliens. Cette zone de 3 frontières qu'on appelle la zone de 3 frontières aujourd'hui, c'est une zone où la mort est devenue le quotidien de la population, de ces groupes armés-là. Et sans oublier qu'il y a une force qui est là depuis des années, des forces internationales, qui sont composées de plusieurs militaires nationaux et internationaux, qui se disent maintenir la paix pendant plus de 10 ans, 9 ans, 10 ans, mais ça ne fait que s'accentuer. La Centrafrique souffre de la faim malgré ses ressources en eau et ses terres arables. Dans ce pays, plus de la moitié de la population vit dans l'insécurité alimentaire. La région fertile de la Lobaye, aux portes de la capitale centrafricaine Bangui, a des allures de jardins d'Éden avec des forêts touffues, sillonnées de rivières et des arbres gorgés de fruits aux fleurs multicolores. Les guerres civiles et exactions de nombreux groupes armés depuis 20 ans ont relativement épargné cette zone forestière. C'est là qu'une poignée d'investisseurs privés ont décidé de miser sur un potentiel agricole immense, mais encore largement inexploité. Parmi ces investisseurs, Raïd Hariri, directeur général de l'entreprise Palme d'Or. D'après les expériences et d'après mon point de vue aujourd'hui, il n'y a que le secteur privé qui pourrait développer le secteur agricole. Parce que nous assistons à cela depuis des années à travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur. Au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculque dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assister, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. C'est une question de partenariat entre ceux qui vont investir avec les producteurs et tout le monde est gagnant. Malgré d'abondantes ressources en eau et des millions d'hectares de terres arables, la Centrafrique souffre de la faim. Près de la moitié de la population s'y trouve en état d'urgence alimentaire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Même l'agriculture vivrière est à peine développée, le manioc, la base des repas, est aux 2/3 importé. Les villageois ont choisi rapidement les cultures vivrières, telles que vous voyez ici, le champ de manioc, parce qu'ils pensent qu'au bout de 6 mois, 8 mois, 1 mois, il peut déjà avoir quelque chose pour se permettre de vivre. Mais le palmier à huile, il va attendre au bout de 3 ans. Il ne sait pas comment vivre. Donc il a préféré faire son champ de manioc. Et puis à la longue, autour d'1 an, il a du manioc qu'il peut manger une quantité et puis vendre l'autre pour avoir subvenir à ses besoins. Les millions déversés par des organisations internationales en aide alimentaire sont perçus par nombre de Centrafricains comme des réponses d'urgence au détriment du développement. Des investisseurs tentent de mettre en place une politique de proximité. Ici en Centrafrique, on a des conditions extrêmement favorables pour faire de l'agriculture de conservation, de l'agriculture régénérative. On a des terres disponibles, on a un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable.
L'usine Palme d'Or à Bangui offre un tableau peu habituel dans un pays au tissu industriel quasi inexistant. Mais elle reste aujourd'hui l'une des seules pourvoyeuses d'emplois dans l'agroalimentaire. Des particuliers issus de la diaspora sont de plus en plus nombreux à tenter un retour à la terre. Culture pour terminer, je vous amène à la rencontre de Chiri Achou, artiste peintre d'origine camerounaise. Achou voit le monde à travers son pinceau. Mon nom est Chiri Achou et je suis peintre. Je peins depuis mon enfance. Mon frère m'a dit que j'avais trouvé des matériaux et pour une raison quelconque, j'avais toujours su que je voulais peindre. C'est étrange parce que je n'avais jamais vu quelqu'un peindre avant, mais je savais que c'était quelque chose que je devais faire. Alors j'ai obtenu des matériaux et j'ai commencé à peindre. J'avais 9 ans et je le fais depuis et j'adore. Je suis dans un monde différent quand je peins. Ce tableau, je pense qu'il représente une dame qui est dans son élément. Je pense qu'elle est libre. Elle se tient quelque part toute seule, mais très satisfaite et libre, et en paix. Parce que j'ai l'idée de ce que je veux faire représenter du monde. Je vais en quelque sorte faire une maquette de ce que je vais peindre et ensuite je décide où je pense que le tissu devrait aller, si je vais utiliser du tissu dans cette peinture et ensuite je place le tissu, puis je commence à peindre pour finir le tableau. Ben voilà, je sais qu'il y a des conflits en Afrique, qu'il y a des difficultés et qu'il y a cette pauvreté. Oui, mais il y a aussi une gloire, il y a aussi une grâce, il y a aussi une joie. Je montre cet aspect. Une mère qui porte son enfant sur le dos, elle n'a pas de poussette, mais son dos pour se promener. Et avoir le bébé aussi proche d'elle, c'est beau. Une grand-mère qui prépare de l'atou pour ses petits-enfants. C'est une cuisine sombre et sans fenêtre, mais elle sourit. Elle sourit parce qu'elle a de la joie. Elle a ses enfants, elle a ses petits-enfants. Elle cuisine quelque chose que la famille appréciera. Donc je veux peindre ces aspects, ces beaux aspects-là de la culture africaine et de la vie africaine à travers mes œuvres. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International, l'info est contenue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.